Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Orellana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de la Naudière ainsi que d'une partie de l'Outaouais. Et nous commençons cette semaine avec la municipalité du village de Val-David qui est fière d'annoncer l'obtention d'une aide financière de 20 000 dans le cadre du programme d'aide au projet Stratégie jeunesse en milieu municipal du ministère de la Culture et des Communications. Ce financement permettra de lancer un projet de consultation jeunesse visant à cerner les besoins des jeunes et à élaborer un plan d'action afin de mieux répondre aux attentes des jeunes de 12 à 20 ans vivant dans la communauté. Le projet, piloté par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la municipalité, vise à mieux comprendre les besoins et attentes des jeunes de Val-David. Actuellement, un faible taux de participation aux activités proposées par la municipalité souligne l'importance de repenser l'offre de services pour ce groupe d'âge. Le projet inclut la création d'un comité jeunesse, une consultation auprès des jeunes de 12 à 20 ans et la rédaction d'un plan d'action jeunesse qui servira de guide pour l'avenir. Le but est de construire avec les jeunes une programmation, des services et des infrastructures adaptées à leurs besoins afin d'enrichir leur expérience et leur engagement communautaire. La consultation jeunesse sera réalisée en collaboration avec divers partenaires communautaires et scolaires de Val-David, dont Espace Ludico, Maison Phoenix et la Bibliothèque de Val-David. Le projet vise à recueillir les témoignages des jeunes ainsi que leurs suggestions et besoins en matière de loisirs, de culture et d'engagement communautaire. Un accompagnement avec un mandataire externe sera mis en place pour garantir la qualité et la pertinence des consultations avec des outils adaptés aux jeunes pour atteindre les objectifs souhaités. Le projet débutera en mars 2025 avec l'appel de candidature pour la formation du comité jeunesse et la mobilisation des parties prenantes. Des sondages seront réalisés sur le territoire au cours des mois printaniers et estivaux. La consultation jeunesse aura lieu à l'automne 2025. Grâce à l'ensemble des données obtenues et en collaboration avec le comité de consultation, un plan d'action jeunesse sera déposé d'ici la fin de l'année 2025. Ce plan intégrera les orientations et objectifs définis en concertation avec les jeunes. La consultation jeunesse s'inscrit également dans les objectifs du plan stratégique municipal 2023-2025, ainsi que dans le cadre de la politique québécoise de la jeunesse 2030. Ce projet s'ajoute aux initiatives déjà en place à Val-David, telles que la piste de vélo Pump Track, la butte à vélo, le skatepark et le programme Ago On Lit de la bibliothèque. De plus, il vient renforcer les actions recommandées par la politique familiale et aînée de la municipalité pour intégrer davantage les adolescents dans la vie communautaire. La municipalité invite tous les jeunes de 12 à 20 ans résidant à Val-David ainsi que ceux qui fréquentent la communauté à participer activement à cette démarche. Ensemble, ils auront la possibilité de façonner un avenir qui leur ressemble à travers des services et des activités qui favorisent leur bien-être et leur implication dans la vie de la collectivité. Pour plus d'informations ou pour participer à la consultation, les jeunes peuvent consulter le site Internet de la municipalité à l'adresse valdavid.com ou se rendre à la bibliothèque de Val-David. Vous aimez chanter? Vous habitez Val-David, Valmorin ou les environs? Vous avez entre 12 et 99 ans. Vous rêvez de chanter sur scène le temps d'une chanson le 24 juin. Eh bien, cette année, la municipalité de Val-David vous offre la chance d'aller chanter votre chanson québécoise préférée lors de la fête nationale locale dans le cadre du spectacle Val-David s'enchante 2025. Une fête nationale par et pour les Val-Davidois. Guillaume Duchesneau, musicien et enseignant à Val-David, est le directeur musical du spectacle principal de la fête nationale cette année. Il a réuni un groupe de musique professionnelle de la région, ayant eu la chance de partager la scène avec des artistes tels que Lisa Leblanc, Ariane Moffat et mon oncle Serge, pour ne nommer que ceux-là. L'objectif est simple, donner la chance aux gens et aux talents de la région de prendre la scène et de créer ensemble une Saint-Jean unique, festive et rassembleuse. Ce sera un spectacle au son et aux couleurs du village. Envoyez la ville une courte vidéo de vous qui chantez, accompagnée d'une trame sonore de la chanson québécoise que vous souhaitez interpréter lors de ce spectacle. Remplissez le formulaire sur le site web de la municipalité et joignez-le à votre demande. Transmettez votre candidature par courriel à culture@valdavid.com. Si votre fichier est trop volumineux, utilisez la plateforme gratuite wetransfer.com ou allez déposer une clé USB au bureau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire situé à l'arrière de l'église. La date limite des candidatures est le 7 mars. Si vous êtes sélectionné, vous serez invité à aller chanter votre chanson en audition live à l'église de Val-David lors des auditions de sélection. Les auditions auront lieu le 22 mars. Vous recevrez par courriel un créneau de 15 minutes pour votre audition.
Au final, environ 15 chanteurs seront choisis pour monter sur scène pour ce spectacle et ils seront accompagnés d'un band de feu. Ensuite, si vous êtes retenu pour le spectacle, il vous faudra prévoir un moment pour une pratique avec le groupe et les chanteurs entre le 10 et le 20 juin, puis monter sur scène le 24 juin devant vos voisins et amis du village. Pour plus d'informations au sujet du spectacle, communiquez avec la responsable de culture à culture@valdavid.com. Pour plus d'informations au sujet de l'ensemble de la fête nationale de Val-David, communiquez avec la responsable des loisirs à sportloisirs@valdavid.com. Les cas de rougeole continuent d'augmenter dans la région de Laurentides depuis la mi-décembre. 17 cas ont été confirmés et depuis le début du mois de février, 5 sont survenus chez des enfants non vaccinés âgés de 1 à 14 ans. De plus, des milieux scolaires primaires, secondaires et postsecondaires ont été exposés à la rougeole. Dans ce contexte, la Direction de santé publique du CI3S des Laurentides recommande à la population et particulièrement aux parents d'enfants d'âge préscolaire et scolaire, ainsi qu'aux personnes fréquentant des garderies, des écoles, des cégeps et des universités, de procéder à la vérification de leur carnet de vaccination et de se faire vacciner contre la rougeole s'ils ne sont pas adéquatement protégés. Pour vérifier votre statut de protection, vous pouvez consulter la section « Personnes considérées comme protégées » sur québec.ca/rougeole. En raison de la gravité et de la contagiosité élevée de la maladie, lors de la confirmation d'un cas de rougeole dans un service de garde ou un milieu d'enseignement, la direction du CI3S de Laurentides procède à la vérification du statut vaccinal des personnes fréquentant dans le milieu et recommande le retrait temporaire des personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées afin de les protéger et de limiter la transmission. Dans certains cas, la vaccination pourrait permettre d'éviter ce retrait. La vaccination est offerte dans l'ensemble des points de service locaux de la région. La prise de rendez-vous est accessible en ligne sur clicsante.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545. Selon le calendrier de vaccination du Québec, les enfants reçoivent le vaccin contre la rougeole à 12 et 18 mois. La vaccination est toutefois offerte gratuitement à toute personne née à partir de 1970 qui n'a jamais reçu le vaccin contre la rougeole ou qui n'a jamais eu cette maladie. Les personnes nées avant 1970 sont considérées comme protégées contre la rougeole. Depuis quelques mois, les services offerts au CLSC de Labelle étaient temporairement relocalisés au point de service de Mont-Tremblant. Le Centre intégré de santé et des services sociaux de Laurentides est ravi d'annoncer que les équipes se sont mobilisées pour maintenir des services de proximité. Ainsi, depuis le 17 février, les services de santé sont offerts au 29 rue du Couvent à l'entrée de la chapelle à Labelle. Ce local temporaire, généreusement prêté par la municipalité, permettra de continuer à offrir des soins et des services aux citoyens. Dans ce nouveau local seront offerts les soins courants tels que les prises de sang, les changements de pansement, les retraits d'agrafes et autres. Toutefois, afin de garantir un service personnalisé et efficace, les plages horaires seront disponibles sur rendez-vous uniquement. Pour ce faire, la population est invitée à prendre rendez-vous sur clicsante.ca ou en appelant au 1-866-495-5833. Toute personne qui se voit dans l'incapacité de se déplacer est invitée à téléphoner à la réception du CLSC de Labelle au 819-626-2117. Son appel sera dirigé vers un intervenant qui le guidera et évaluera les options de transport qui peuvent s'appliquer selon la situation. Dans le cadre d'une vaste démarche visant à suivre l'évolution du phénomène de l'itinérance au Québec, le CI3S des Laurentides invite les citoyens et les citoyennes à s'inscrire comme bénévoles pour le dénombrement qui aura lieu au printemps. Ce dénombrement permettra d'estimer le nombre de personnes en situation d'itinérance visible pendant la nuit du 15 au 16 avril 2025. La participation des bénévoles est essentielle pour la réussite de cette opération. Elle contribue à améliorer la compréhension de la réalité des personnes en situation d'itinérance. Plusieurs tâches sont disponibles, notamment la distribution des questionnaires dans des lieux extérieurs, la distribution des questionnaires dans des services d'hébergement d'urgence ou d'autres ressources, la gestion d'équipes, le soutien au centre de déploiement. Une formation obligatoire sera offerte en l'activité pour l'ensemble des bénévoles. Les personnes intéressées à devenir bénévoles dans la région des Laurentides sont invitées à s'inscrire en remplissant le formulaire disponible en ligne à la section Itinérance du site web du CI3S de Laurentides. Aucune expérience en intervention auprès des personnes en situation d'itinérance n'est requise. Le dénombrement est la source de données incontournables permettant de rendre compte de la situation à l'échelle de la province. Les données issues du dénombrement contribuent aux efforts de planification des services et de prévention de l'itinérance.
Cette démarche permettra de comparer les données recueillies à celles obtenues en 2018, en 2022 et à certaines données obtenues lors de l'exercice d'énumération de 2024. Au total, 16 collectivités au Québec ont été désignées pour ce dénombrement en 2025, dont les Laurentides. La ville de Sainte-Agathe-des-Monts et la ville de Lagny-sur-Marne, en France, jumelées depuis plusieurs années, renforcent leur coopération par la signature officielle d'une charte de l'arbre. Cet engagement commun marque une étape significative dans la protection et la mise en valeur du patrimoine arboricole des deux municipalités. Cette initiative s'inscrit dans une volonté partagée de reconnaître l'importance des arbres et de préserver la biodiversité, de sensibiliser les citoyens à l'importance des arbres en milieu urbain et d'encourager les bonnes pratiques en matière de plantation, de planification et d'entretien des arbres. La Charte de l'arbre formalise ainsi des principes clés tels que la protection des arbres remarquables, la plantation d'espèces adaptées aux conditions climatiques locales et la promotion d'actions pédagogiques. La signature de cette entente s'est déroulée à distance le 11 février dernier lors de la séance du Conseil de Lagny-sur-Marne, dans laquelle les maires des deux villes, messieurs Jean-Paul Michel et Frédéric Brouet, accompagnés d'élus municipaux, ont signé virtuellement la charte. La Ville de Mont-Laurier est fière de lancer un tout nouveau formulaire de réservation de kiosques en prévision des activités de la programmation estivale 2025. Que vous soyez un organisme qui désire bénéficier de visibilité auprès des citoyens ou que vous soyez un restaurateur ou un commerçant qui œuvre dans la vente d'aliments, soyez partie prenante des festivités en réservant un kiosque dès maintenant. La Ville vous invite à remplir le formulaire disponible en ligne au villemonlaurier.qc.ca dans l'onglet Loisirs et culture, programmation estivale 2025. Faites-le avant le 28 mars prochain afin de bénéficier d'un espace kiosque gratuit lors de l'un des événements organisés par la Ville. Il sera dorénavant possible de réserver un espace en prévision des concerts du parc, des cinépop et plus encore. Lors des événements, la Ville fournira un chapiteau, une table et 2 chaises, ainsi que l'électricité et ou l'approvisionnement en eau sur demande. L'organisme ou le commerçant demeure toutefois responsable de l'animation de son kiosque afin d'assurer une présence tout au long de l'événement. Afin d'être admissible, l'organisme ou le commerçant local doit offrir des services à Mont-Laurier. Il est important de souligner que tout contenu à caractère politique, partisan, militant, idéologique ou religieux sera exclu de la sélection. Tout contenu à caractère commercial, à titre d'exemple de la vente, de la promotion des soldes ou de la sollicitation, ne sera également pas retenu lors de l'analyse des dossiers. La diversité de l'offre et la présentation du dossier seront notamment des critères sur lesquels le service des loisirs, de la culture et des parcs s'appuiera afin de sélectionner les organismes admissibles. Rendez-vous dès maintenant au villemonlaurier.com dans l'onglet Loisirs et culture programmation estivale 2025 et remplissez le formulaire dédié à la réservation de kiosques. Vous avez jusqu'au 28 mars prochain pour faire parvenir le formulaire à la Ville. Par la suite, le service des loisirs, de la culture et des parcs vous contactera à partir du 7 avril prochain afin de vous informer de l'analyse de votre dossier. Pour plus d'informations, visitez le site Internet de la Ville de Mont-Laurier ou contactez le service des loisirs, de la culture et des parcs au 819-623-1221 au poste 703. Revenez-nous après la pause. Nous vous présentons maintenant un reportage sur l'exposition Les couleurs vives dans l'ombre, présentée à l'espace culturel de Repentigny jusqu'au 11 mai prochain. Avec cette exposition, l'artiste Pauline Loctin propose un projet introspectif mettant en valeur différentes techniques de pliage à travers une étude approfondie de la couleur ainsi que celle des papiers, de leur texture et de leur potentialité. Madame Pauline Loctin, Vincent Pomet de la Télévision de Laurentides, ça va bien? Oui, bonjour. Je suis très excité de venir voir cette exposition parce qu'elle me parle beaucoup. Une œuvre en particulier, puis je vais commencer directement avec une belle question. Tous les masques ne peuvent pas être portés pour toujours. Oui. C'est un gros jugement et c'est une belle réflexion par rapport au monde d'aujourd'hui où tout le monde veut porter un masque tout le temps parce que c'est un monde basé sur les apparences. J'imagine qu'il y a beaucoup de ça qui va dans cette exposition. Oui, et aussi parce que cette œuvre-là, je pense que j'ai eu l'impression d'en porter un pendant longtemps ou de ne pas comprendre qui j'étais complètement. Et en fait, quand l'œuvre vraiment, justement ce titre-là, pour moi, il m'évoque qu'un jour, quelque chose va toujours revenir dans la vérité, et notre vérité à nous aussi. Donc pour moi, cette œuvre-là, ça représente ça en fait. Est-ce que c'est lors de votre formation en violon que vous sembliez ne pas savoir exactement qui vous étiez? Non, ou en fait, plus par rapport à l'histoire de ma famille, en fait, qui n'a pas été racontée. Et du coup, je pense que c'est quand même quelque chose que
je me doutais peut-être un petit peu, mais dont on ne parlait pas chez moi. Donc il y a eu vraiment un non-dit pendant longtemps. C'est pour ça que la première salle, elle est toute en noir. On est vraiment dans le silence. Et aussi ce masque-là, en fait, que je voulais représenter ça dans ce masque-là. C'est parce qu'à un moment donné, moi, j'ai commencé à me poser des questions et à vouloir vraiment connaître plus mon histoire. C'est ça, donc cette décision d'aller à la rencontre de votre histoire, c'est une décision qui s'est prise rapidement ou ça a été un processus d'éveil graduel? Long processus, très long processus de choses que je me suis rendu compte très tard. En fait, moi, je vais bientôt avoir 40 ans et tu vois, les questions, j'ai commencé à me les poser, j'avais 30 ans. Alors, c'est peut-être un 10 ans en ce moment-là de processus, de bien comprendre mon histoire. On me mentionne que vous venez tout juste de revenir d'Algérie, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Donc ma famille est née, ma mère est née en Algérie. Donc c'était une histoire que je connaissais pas beaucoup, on m'en parlait un petit peu, mais c'était vraiment juste quelques bribes, on va dire. Et en fait, c'est à partir de mes 30 ans que je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose ici qu'il faut aller un petit peu, on va dire, déterrer, une histoire qu'il faut aller déterrer. Et c'est là que j'ai commencé à poser des questions, etc. Cette exposition-là, pour moi, elle représente vraiment ça, genre une partie de mon histoire qu'on m'a pas dite. Et ensuite, quand je suis allée en Algérie, j'ai compris beaucoup de choses. Ça, je trouve ça très, très, très intéressant parce que faire de l'art, si on veut, c'est une façon de se mettre à nu. C'est vous le plus raw, le plus direct dans votre œuvre. Puis pour faire quelque chose comme ça, il faut mettre de côté sa peur du jugement et sa peur de comment les gens nous perçoivent. Est-ce que ça a été un gros défi ou est-ce que vous étiez déjà habitué à faire ça? Non, pas du tout. Non, c'est ma première exposition où je parle vraiment déjà d'un sujet personnel qui est l'histoire de ma famille. Et c'est quelque chose aussi que j'ai mis longtemps en fait à me dire est-ce que j'aurais le courage en fait d'en parler et de le mettre aussi à nu, enfin vraiment visible à tous. Comme là dans l'exposition, il y a aussi des photos de ma famille quand même. Donc c'est comme des archives personnelles, etc. Et je pense que ça a été un long processus aussi de comprendre et ensuite juste de dire ok non en fait cette histoire j'ai envie de la raconter pour plein de raisons différentes en fait, mais juste de dire voilà ce qui s'est passé, voilà c'est quoi mon vécu à moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi se retrouver là-dedans. On parle d'histoire d'immigration aussi, donc tu sais il y a beaucoup de choses que je pense, il y a des gens, peu importe sur la planète, vont sûrement se reconnaître aussi un petit peu là-dedans. Des fois on a des familles, ils n'ont pas voulu parler, donc des fois c'est à nous d'aller chercher en fait l'information. C'est pas toujours facile parce que des fois ils veulent pas parler, puis des fois ça prend beaucoup de conversations avec eux. Moi ça a pris 10 ans de conversation avec eux avant d'en avoir plus, et moi ça m'a pris 10 ans de vouloir, quand j'ai voulu aller en Algérie, ça m'a pris 10 ans de prendre mon courage moi et d'y retourner. Vous avez donc une histoire de famille, puis un historique très 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 complexe. Lorsqu'il est venu le temps de sélectionner un média pour cette exposition-ci, avez-vous gravité vers le média complexe également? Je dis complexe dans le sens où les œuvres que vous créez sont difficiles, c'est long, c'est du papier plié, c'est des couleurs, c'est extrêmement taxant comme processus, j'imagine. Donc, avez-vous gravité vers ce processus complexe pour raconter une histoire tout aussi complexe ou est-ce que vous n'avez pas réfléchi à ça? Non, je pense que j'ai pas réfléchi à ça. Après, l'art du papier, j'ai commencé il y a 10 ans à commencer à plier. Avant, je pliais pas, j'étais même pas en art visuel vu que je suis musicienne et violoniste de formation pendant 20 ans. Oui, je vais poser quelques questions par la suite là-dessus. Et en fait, c'est arrivé un peu, j'ai plus envie de dire par hasard, mais je pense que ça a été mis sur mon chemin et suite à ça, j'ai commencé à m'exprimer vraiment avec le papier et l'art de la sculpture en papier. Et tout a découlé après, dans les 10 dernières années, tout a découlé en même temps. Quand je suis allée en Algérie, j'ai compris certains trucs. Les motifs de répétition, comme je fais en origami par exemple, sont basés sur de la géométrie sacrée. Et c'est drôle que quand je suis allée en Algérie, je me suis rendu compte que là-bas, tout est géométrique. C'est-à-dire que tous les carrelages, je suis rentrée dans des mosquées, tout est relié à ça. Donc, des fois, on se dit peut-être qu'on l'avait dans notre ADN ou tu sais, nos ancêtres nous envoient des choses en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais attirée par ça, mais je sais même pas parce qu'avant j'étais pas attirée par ça. Donc je trouve ça juste drôle que mon art se soit recentré là-dessus. Donc quand je suis allée en Algérie, c'est vrai que ça m'a frappé. La géométrie là-bas, il y en a partout. Et je me suis dit peut-être que c'était endormi dans mon cerveau quelque part et d'un coup, tu sais, ça s'est réveillé. On dit souvent que ce qui est plus parlant que le son, c'est le silence, que la musique, parfois le silence, c'est si on veut, c'est le son qui parle le plus. Vous avez passé 20 ans comme violoniste, donc beaucoup de sons, des concertos, j'imagine, des bruits, des concertos compliqués.
Puis là, vous arrivez dans un média visuel où il n'y a pas de son pour accompagner. Ouais. Ou est-ce qu'il peut y avoir du son pour accompagner vos œuvres? La plupart du temps, non, je crois, mais vous pouvez le Ouais, faire. là, c'est la première fois que je fais une bande sonore pour, C'est ça, pour, ok, ok. mon art. Par contre, ça c'est moi c'est de l'extérieur qu'on me le dit, parce que des fois on se rend pas compte nous-mêmes de ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça se voit que tu es musicienne dans le fait que la rythmique qu'il peut y avoir dans les plis en fait. Donc il y a quand même une rythmique qui se crée à l'intérieur genre des plis que je fais. Et il y a des gens qui m'ont déjà dit ah ça se voit que tu fais de la musique et tu vois genre je sais comme moi c'est des choses qu'on me dit de l'extérieur ou le mouvement aussi que je peux faire dans mes sculptures parce que c'est sûr que maintenant je fais beaucoup de plis courbés, des choses très organiques en fait. Toi, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit ah, ça se voit que tu as fait de la musique. On dirait, moi quand je vois tes trucs, j'ai l'impression que tu fais une partition. C'est-à-dire qu'il y a des lignes et des courbés par-dessus. Donc une partition, c'est ça en fait, c'est des lignes. C'est ça, exactement. Et ensuite, on rajoute des notes, on rajoute des ligatures, etc. Et j'ai une personne qui m'a dit que littéralement, ça se voit que tu as été devant une partition pendant 20 ans de ta vie. Votre exposition est une belle discussion à propos des sens humains et de la mémoire. Oui. Et ce qu'on dit souvent, c'est que le sens qui évoque les mémoires les plus vives, c'est l'odorat. Oui. Et moins l'odorat puis l'audition plutôt que la vue. Donc, vous utilisez, entre guillemets, si on veut, le sens le moins puissant pour éveiller des mémoires. Est-ce que c'est un challenge d'aller chercher cette mémoire-là, de faire voir des choses aux gens avec le sens le moins puissant au niveau de la mémoire, si on veut? Oui, en fait, je pense que quand je suis en Algérie, justement, cette exposition, elle parle de la mémoire qu'on a des sens. C'est-à-dire que là-bas, ce qui m'a frappé, c'est qu'est-ce qui m'est revenu en premier. Et c'est vrai que ça a été les sons et les odeurs. C'est pour ça que là, pour l'exposition, j'ai créé un parfum, en fait. Donc, j'ai une œuvre qui est parfumée à la fleur d'oranger. Parce que moi, ma grand-mère, elle adorait les pâtisseries à la fleur d'oranger. Donc, j'ai essayé de quand même remettre des sens que d'habitude, avec lesquels je travaille pas, comme le son aussi. J'ai enregistré plein de sons en Algérie qu'on retrouve dans la bande son. Ça, c'est des bruits de la nuit, j'imagine. C'est des grillons de nuit. Il y a des bruits de la Casbah d'Alger, donc les gens dans la rue. J'ai même enregistré certains musiciens qui jouent dans la rue à la guitare. Et je pense que moi, ce que j'essaye c'est juste la sensation, en fait. J'essaie de retrouver, tu sais, il y a une roue, par exemple, pour moi, c'était la Méditerranée, donc vraiment, tu sais, genre l'eau. Une motion continue. Exact, ouais. J'ai fait 3 totems ici, au milieu. En fait, il y a un chanteur qui chante dans la bande-son, et en fait, on a pris la courbe de la voix qui rentre dans l'ordinateur, et en fait, les 3 totems sont... la fréquence, puis vous avez exactement, la fréquence. C'est comme si on avait figé, en fait, le son. Moi, j'ai figé le son dans le papier, en fait. Donc, ouais, c'est ça. J'essaie de jouer avec les textures parce que mon travail est très texturisé. Ouais. C'est la première fois que je fais rentrer le tissu aussi dans mon travail. Avant, je travaillais que dans le papier et là, j'ai commencé à faire rentrer le tissu. Donc, changer les matériaux, mixer ça aussi. Tu sais, je travaille la découpe, il y a de la peinture. Donc, c'est très... je suis dans la texture. OK, dernière question, je vous le jure. Est-ce que vous considérez le Paganini ou le High-Fit de l'art de papier plié? J'en sais rien. Ouais, je suis tellement autodidacte là-dedans que je pense que tout cet art-là, en fait, m'est venu. Mais c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas de formation qui se fait comme ça. Vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un et vous dire « enseigne-moi ça ». C'est vous qui avez sorti ça? J'ai appris dans les livres, j'ai appris en regardant des vidéos. J'ai quand même eu la chance, il y a 2 ans, je suis partie me former à Londres en plissage. Donc, apprendre les techniques de plissage de tissu. Et j'ai pris un cours. C'est la première fois que je faisais ça avec un maître de la sculpture en papier qui est londonien, qui s'appelle Richard Sweeney. Mais c'est la première fois, plutôt au bout de plus de 8 ans de pratique, que je prenais vraiment des cours. Et ça m'a ouvert... les yeux sur un nouveau monde, des nouvelles façons de faire entièrement. Mais le tissu, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire pour avoir de la transparence, pour avoir beaucoup de choses que j'arrivais pas à avoir avec le papier, que j'ai réussi à aller joindre en fait en faisant cette formation-là. Mais oui. Madame Loctin, fascinant. Merci beaucoup, c'est bien apprécié. Merci à vous. La Ville de Mont-Laurier est fière de poursuivre son engagement envers les artistes en lançant un nouvel appel de dossier pour l'acquisition d'œuvres d'art. Cette année, la Ville a le plaisir d'innover en collaborant avec Galéa, une plateforme dédiée à la diffusion et à la vente d'art, tout en maintenant une démarche locale via son site Web pour l'appel de dossier. Cette double approche permettra d'élargir la portée de la démarche et de découvrir encore plus de talents. Parmi les nouveautés cette année, les artistes pourront soumettre une œuvre dans le processus pour l'un des 2 emplacements ciblés par la Ville, tout en expliquant en quoi leur œuvre correspond avec celui-ci.
La période de dépôt de projet sera jusqu'au 24 mars prochain. La sélection finale sera effectuée par un comité d'acquisition chargé d'évaluer chaque dossier et d'offrir une rétroaction à ceux le désirant. La Ville de Mont-Laurier vous tiendra informé de la décision du comité dans les semaines suivant la fin de l'appel de dossier. Depuis l'adoption de sa politique d'acquisition d'œuvres d'art en 2014, la Ville de Mont-Laurier a enrichi sa collection municipale en mettant en valeur les talents des artistes locaux. Actuellement, la collection est composée de plus d'une quarantaine d'œuvres de différents styles et disciplines qui sont soigneusement conservées et exposées dans les diverses infrastructures de la ville, offrant ainsi une vitrine permanente à la créativité locale. La Ville de Mont-Laurier est très fière d'annoncer aux citoyens et aux commerçants que le projet de la troisième phase de la revitalisation du centre-ville de la rue du Pont est désormais confirmé. Le conseil municipal a adopté en séance une résolution concernant le dépôt de l'avis de motion du règlement d'emprunt lié à ce projet, officialisant ainsi le début du processus pour la réalisation des travaux au centre-ville à l'été 2025. La prochaine étape de ce processus sera le lancement de l'appel de projet, de l'appel d'offres aux entrepreneurs. De plus, une invitation sera lancée au cours des prochains jours aux commerçants touchés par la zone des travaux afin de participer à une rencontre d'information. Lors de cette rencontre, le projet et la nature spécifique des travaux seront présentés. Des incitatifs en collaboration avec la Chambre de commerce de Mont-Laurier seront également discutés afin de sensibiliser les citoyens à l'achat local. Le conseil municipal reconduira également le programme Réno-Façade en prévision de la continuité de la revitalisation du centre-ville. Tous les propriétaires d'immeubles et les locataires situés dans la zone des travaux pourront bénéficier d'une aide maximale de 10 000 $ pour la rénovation de la façade de leur immeuble ou d'une aide maximale de 2 000 $ pour la revitalisation de leur enseigne selon les critères d'admissibilité. Rappelons que la réalisation de cet important projet socio-économique est l'une des actions spécifiques du plan stratégique 2019-2025 dans le volet développement du territoire et mode de vie de la Ville de Mont-Laurier. La MRC d'Antoine Labelle a lancé son 8e appel de dossier dans le cadre de la politique de soutien aux organismes culturels, visant à aider financièrement les organismes culturels pratiquant leurs activités sur son territoire. Les organismes admissibles ont jusqu'au 3 avril prochain pour déposer un projet. Pour cet appel de dossier, le Conseil de la MRC octroie une enveloppe budgétaire de 20 000 $ dans le but de soutenir les organismes culturels de la région dans leurs activités. Par cet appui, le Conseil salue l'initiative de ces organismes et reconnaît l'importance des retombées de leurs projets sur la vitalité du territoire. Ainsi, les organismes culturels souhaitant déposer un projet avant le 3 avril prochain peuvent consulter les informations concernant l'appel de dossier et la politique disponible sur le site web de la MRC d'Antoine Labelle. Le formulaire de présentation d'activité est également disponible sur ce site web. Adopté en 2017 et mis à jour en 2023 afin de répondre aux axes, orientations et objectifs de la nouvelle politique culturelle et patrimoniale de la MRC, la politique de soutien aux organismes culturels a pour mandat de soutenir et de valoriser le milieu culturel local. Elle a également pour but de répondre équitablement aux demandes d'aide financière des organismes culturels. Le fonds dédié à la politique de soutien aux organismes culturels a pour objectif la réalisation d'activités culturelles et la reconnaissance des organismes culturels sur le territoire, la contribution au soutien des activités destinées à la communauté d'Antoine Labelle, le maintien des services culturels de qualité offerts aux citoyens, ainsi que la recherche des sources de financement privés ou publics supplémentaires en culture. Pour plus d'informations et pour un soutien dans le dépôt de leurs demandes, les organismes culturels sont invités à communiquer avec l'agente de développement culturel et du territoire de la MRC, Dominique Gagné-Sopper, par téléphone au 819-623-3485 au poste 112 ou par courriel à l'adresse culture@mrc-antoine-labelle.qc.ca. Sur le conseil de la MRC d'Antoine Labelle de janvier dernier, le service d'aménagement du territoire a déposé le plan régional des milieux humides et hydriques auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour son approbation finale. La loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, adoptée en 2017, délègue au MRC la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de leur territoire. L'objectif de ce plan régional est d'amorcer une réflexion en amont du développement territorial afin d'orienter les décisions en matière de conservation et d'utilisation durable des milieux humides et hydriques. Le plan régional des milieux humides et hydriques comprend principalement 4 grandes sections, soit le portrait et le diagnostic du territoire, les engagements de conservation et la stratégie de mise en œuvre, incluant le plan d'action. On y retrouve également les informations entourant la démarche consultative, dont les préoccupations. À partir des constats tirés du portrait et du diagnostic, les orientations de conservation ont été définies.
soit conserver et mettre en œuvre les milieux humides et hydriques de forte valeur écologique, encadrer et concilier les usages à l'intérieur des milieux visés par l'utilisation durable en minimisant les impacts à la biodiversité, identifier et restaurer les milieux humides et hydriques les plus profitables aux communautés et de ses habitants. Fabriqués avec soin par l'entreprise, ces leurres incarnent bien plus qu'un simple accessoire de pêche. Ils sont le reflet de l'esprit déterminé des gens de la région, un engagement envers la relève et la transmission des savoirs. L'initiative prend racine dans une collaboration étroite avec l'École de la carrière, dont les élèves participent activement à l'organisation et à la promotion de l'annuel de pêche de l'autre Laurentide. Grâce à cette prévente, la MRC donnera à ces jeunes l'opportunité de concrétiser leurs ambitions et de s'investir pleinement dans un projet rassembleur. Tous les profits générés par la vente de ces leurres seront redistribués aux élèves de 6e année de l'École de la carrière de Mont-Laurier. Pour plus d'informations, visitez le groupe Facebook Annuel de pêche l'autre Laurentide. À Prévost, aux 3 ans, un nouveau rôle foncier est établi par le service de l'évaluation de la MRC de la Rivière-du-Nord et déterminé de façon totalement indépendante par des évaluateurs agréés professionnels. Il s'agit d'un exercice obligatoire en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. L'année 2025 correspondra à la première année du nouveau rôle d'évaluation. Votre rôle 2025-2027 peut être consulté sur le site Internet de la Ville au ville.prévost.qc.ca/taxation-évaluation ou encore via votre compte de taxe ou encore suite à une demande au service de taxation. N'oubliez pas que les demandes de révision de valeur doivent être déposées auprès de la MRC de la Rivière-du-Nord avant le 1er mai 2025. Des frais sont cependant exigibles. En février, vous recevrez par la poste votre nouveau compte de taxe. Il peut également être consulté en ligne. Aucun avis de rappel ne sera envoyé par la Ville au cours de l'année. D'où l'importance de bien consulter votre compte afin de respecter les délais de paiement prescrits. Les taxes foncières peuvent être payées en un versement unique ou en 4 versements égaux si le montant est de 300 $ et plus. Les dates des versements en 2025 sont le 17 mars, 20 mai, 21 juillet et 22 septembre. C'est à la municipalité de Piémont que le premier conseil de la MRC des Pays d'en Haut de l'année s'est tenu en février. Au chapitre des faits saillants, la MRC réaffirme son soutien à la performance scolaire et à l'achat local et s'engage dans des ententes sectorielles pour le développement régional. Face aux menaces tarifaires américaines, la MRC des Pays d'en Haut, en collaboration avec les organismes de développement, mise sur des actions concrètes pour soutenir son économie, encourager l'achat local, promouvoir le tourisme pour stimuler la consommation régionale et faciliter l'accès aux fonds aidant les entreprises à adopter le numérique. Ces mesures visent à renforcer la résilience économique et réduire la dépendance au marché extérieur. Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et le gouvernement du Québec concluent 3 ententes sectorielles pour répondre à des enjeux régionaux prioritaires. Une première vise à promouvoir l'égalité femmes-hommes grâce à un soutien de 630 000 $. La seconde, dotée de 475 000 $, s'attaque à la crise du logement en favorisant le développement de logements abordables. Enfin, une entente culturelle prévoit 320 000 $ pour renforcer le réseau des diffuseurs culturels et maximiser l'impact des initiatives locales. Pour chaque entente, un comité directeur assurera le suivi des actions menées par le Conseil des préfets et des élus de la région de Laurentides. Selon les décrets de la population en 2025, la MRC des Pays d'en Haut comptait au 1er juillet 2024 49 751 résidents, soit 900 de plus qu'en 2023. Sainte-Adèle conserve sa première place de ville la plus populeuse avec 15 027 habitants, suivi par Saint-Sauveur avec 12 130 habitants. Ces 2 villes représentent à elles seules plus de la moitié de la population totale de la MRC des Pays d'en Haut. Transport adapté et collectif en partenariat avec la MRC des Pays d'en Haut et la MRC de Laurentides vous invite à contribuer à son prochain plan stratégique de développement en répondant à un sondage. Ce court questionnaire vous permettra de partager vos habitudes et besoins de déplacement ainsi que votre intérêt et vos idées pour la mobilité sur le territoire, ce qui peut permettre à TACL d'adopter des orientations en adéquation avec les préoccupations citoyennes dans son plan stratégique de développement. Notez que les données fournies seront traitées de manière à préserver l'anonymat des répondants. En répondant au questionnaire, vous courez la chance de gagner 5 carnets de 10 passages pour les services de transport collectif et adapté de TACL ou 2 billets pour un spectacle au Théâtre Le Patriote en avril 2025. Lors de la séance du 20 février dernier, le Conseil des maires de la MRC de Laurentides a procédé à la nomination de Mme Isabelle Jubinville au poste de directrice des finances. Titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables, Mme Jubinville cumule près de 28 ans d'expérience professionnelle, ayant notamment occupé des postes à responsabilité
telle que directrice des finances et directrice générale au sein d'importantes organisations privées dans le secteur de la construction. Grâce à ses compétences en gestion financière et en ressources humaines, à son sens de l'organisation et à son leadership, Mme Jubinville sera apporter une contribution précieuse au sein de l'équipe de la MRC des Laurentides. Mme Jubinville relèvera directement de la direction générale et supervisera l'équipe du service des finances. Parmi ses responsabilités figurent le contrôle interne, l'application des normes comptables, l'engagement financier des services sous sa responsabilité ainsi que la participation à l'élaboration des prévisions et stratégies budgétaires. Elle collaborera également avec tous les organismes apparentés de la MRC des Laurentides et au suivi des projets et subventions. La MRC des Laurentides lance un appel à proposition afin de donner l'opportunité à des partenaires d'affaires de développer une offre de services entourant le tourisme canin sur le site du parc Éco-Laurentide de la MRC des Laurentides, situé dans la municipalité de Mont-Blanc, une terre publique d'exception dont elle assure la gestion. Le tourisme canin est également appelé le tout-tourisme. Ayant à cœur le développement durable de cette aire, la MRC des Laurentides souhaite favoriser un partenariat avec des entrepreneurs dont la proposition vise une complémentarité de l'offre récréo-touristique existante sur le territoire de la MRC. Grâce à la contribution du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, cet appel à proposition s'inscrit dans une optique de revitalisation du site et d'élargissement de l'offre régionale en matière d'infrastructures canines. Les grands espaces que permet cette infrastructure régionale reconnue s'avèrent l'emplacement idéal pour offrir un service aux touristes qui soit axé sur le tout-tourisme. Les propositions qui impliquent des services à l'année seront favorisées par le comité d'évaluation de la MRC de Laurentides. Dans la volonté d'augmenter le nombre et la durée des séjours, la MRC souhaite bonifier l'offre existante avec l'attraction de tout tourisme canin. Déjà, 2 locataires sont présents sur le site du parc Éco-Laurentides, les entreprises Les Refuges Perchés et Utopia. Le comité d'évaluation, composé des membres du comité signature innovation de la MRC de Laurentides, assisté d'un conseiller en développement économique, évaluera les propositions selon les critères déclinés dans le document d'appel à proposition. La clôture de l'appel à proposition sera le jeudi 17 avril 2025 à 15 h. Consultez le document de référence et téléchargez le formulaire de dépôt d'une proposition sur le site web de la MRC de Laurentides. Pour plus de détails, contactez Audrey Sans Chagrin en écrivant à sans chagrin à commercial mrclaurentide.qc.ca. Revenez-nous après la pause. Nous vous présentons maintenant un reportage sur l'exposition Fleurs de soie, présentée à l'espace culturel de Repentigny jusqu'au 11 mai prochain. Avec cette exposition, l'artiste David Bicari propose des créations contrastées, minimalistes et assumées. Son travail, reconnaissable à son coup de crayon caractéristique, véhicule toujours un message d'optimisme qu'il transmet à travers des canevas, des sculptures, des murales et des illustrations. Bonjour M. Bicari, Vincent Perrin de la télévision des Laurentides. On est à votre exposition qui s'intitule « Les fleurs de soie ». C'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a un lien avec les fleurs du mal de Baudelaire? Non, malheureusement. On peut en faire un parce que c'est des fleurs, effectivement. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu la signification de ces fleurs-là qui sont assumées? Je crois que c'est le terme qui est utilisé pour décrire votre art. Expliquez-nous ça. Ouais, depuis les 5 dernières années, c'est un thème qui revient dans mon travail, les fleurs. Ça se veut être un ode à la résilience. Donc, au début de mon travail, je basais beaucoup ça sur une citation d'Henri Matisse qui disait « Les fleurs sont partout pour qui veut bien les voir ». Donc, c'était l'idée d'être capable de voir la beauté à travers toute la laideur. Fleurs de soie, je revire un peu le miroir vers moi, finalement. Puis, c'est une expo un peu plus introspective. Puis, comment je pourrais dire? J'attaque ou j'aborde, ouais, c'est ça. J'aborde le thème un peu plus personnel, puis à savoir si les fleurs venaient de l'intérieur finalement au lieu d'être à l'extérieur. Vous dites que ça n'a pas lien avec Charles Baudelaire, mais en fait, c'est un énorme lien avec Charles Baudelaire parce que lui, le point des fleurs du mal, c'est qu'il disait qu'il trouvait de la beauté dans la morbidité, c'est un peu exactement ce que vous venez de me dire. Dans le thème, oui, effectivement. C'est ça, exactement. C'est pas directement... Non, c'est ça. Mais il peut avoir un lien, effectivement. Êtes-vous, je vais peut-être vous poser une petite question qui pourrait paraître bizarre, mais êtes-vous un fan de lutte?
Parce que je suis allé un petit peu feuilleter vos affaires, puis j'ai vu une photo de la main de Andre the Giant avec une Molson canadienne. Fait que je me disais, est-ce que vous tirez un peu de l'inspiration de ce Non, monde-là? c'était pas de la lutte directement. L'image, je la trouvais forte. Okay. C'est un penchant. J'ai un projet aussi qui s'appelle Big Assiette, qui est un projet plus foodie que j'aime explorer. Donc, je vais documenter le travail de différents chefs à Montréal et ailleurs au Québec. Puis pour quelle raison est-ce que c'est noir et blanc puis que vous n'y mettez pas plus de couleurs? Ouais, c'est ça. À la base, c'est vraiment parti d'une volonté de grossir les sketchs ou les doodles que je faisais plus jeune, qui ont toujours été en noir et blanc. Puis par la suite, j'ai trouvé une simplicité que j'aimais beaucoup, une façon de dessiner que j'adore. J'ai l'impression que dans le monde dans lequel on vit, on est confronté à énormément d'images avec les réseaux sociaux, les téléphones et tout ça. Puis on a parfois de la difficulté à vivre avec la simplicité ou quelque chose qui respire ou qui est très assumé, comme tu disais tantôt. Donc simple, noir et blanc. Donc pour enlever le plus de complexité possible, entre guillemets, c'est la façon que j'ai trouvé, là, finalement, de faire respirer mon travail. Je pense que c'est un petit peu la nature de l'homme de vouloir trouver de la signification dans des choses qui en ont peut-être nécessairement pas. Est-ce que c'est un petit peu là-dessus que vous penchez? Vous faites des dessins assumés, je pense... complexes. Est-ce que c'est comme un jugement sur le fait qu'il n'y a peut-être pas nécessairement de la signification dans ce que je fais? Ouais. Il y a une signification derrière, c'est réfléchi. Je pense que c'est plus dans l'interprétation de la simplicité qu'il peut y avoir quelque chose qui clash. Mais je m'en fais un devoir finalement de mettre les gens devant quelque chose de simple. Qui est sans flafla, sans complexité au niveau pas du processus, parce que le processus est complexe, mais au niveau du rendu, finalement. Okay. Natif de Repentigny? J'ai passé, je suis arrivé à 8 ans, j'ai été ici jusqu'à 19 ans, donc j'ai passé mon adolescence. Est-ce que j'imagine que c'était sur la bucket list d'exposer à l'espace culturel de Repentigny? C'est effectivement un grand retour aux sources pour moi. Le centre d'art Diane Dufresne est bâti sur l'ancien skatepark du parc Tifo, où je venais skater ado et tout. Ouais. Donc c'est vraiment excusez l'anglicisme, mais un full circle moment. C'est ça. Vous faites beaucoup de skate? J'ai grandi. C'est vraiment là que j'ai commencé à dessiner dans ce monde-là. Au début, je faisais des dessins pour ajouter à mes vidéos. Donc, mon premier médium, c'est vraiment filmer du skate quand j'étais plus jeune. Puis par la suite, j'ai pris mes sketchs, mes dessins et tout, je les ai impliqués dans mes vidéos. En vieillissant, j'ai eu moins de temps d'aller jouer dans les rues, malheureusement. Donc, j'ai gardé le dessin, puis c'est devenu ma carrière. C'est un monde, j'imagine, qui vous a extrêmement influencé, le monde du skate. C'est un monde très, très, très bien défini dans le sens où, c'est être un skater, les gens savent ce que c'est. Les gens savent de quoi ça a l'air. C'est un lifestyle au-delà d'une activité. Exactement. C'est sûr que moi, c'est quelque chose que je traîne encore à ce jour. Je me tiens au courant de tout ce qui se passe. Je participe encore à des activités. Je skate encore. C'est sûr qu'avec les enfants et tout, c'est plus difficile, mais j'essaie de skater quelques fois par mois. Puis je te dirais que c'est surtout l'accessibilité à l'art à un jeune âge dans le milieu du skate, tous les graphiques sur les skates, les graffitis dans les skateparks, tous les brands de skate essayaient de faire du marketing, entre guillemets, de façon artistique. Donc, tout le côté champ gauche de ce milieu-là teinte encore mon travail à ce jour-là. Y a-t-il une différence entre un tag et un graffiti ou c'est juste un synonyme pour le même terme? Mon lien avec le graffiti, tu sais, moi, comment je pourrais dire, j'ai pas fait mes heures dans la rue, entre guillemets, comme grapher. Donc, tu sais, j'ai skaté beaucoup dans la rue et tout ça, mais fait que je m'approprie pas le monde du graffiti à proprement dit. Donc, comment je pourrais dire, il y a une double connotation dans le sens que j'ai fait du street art et tout ça, mais j'ai jamais fait de graffiti à proprement dit, de façon illégale. Est-ce qu'il y a une différence lorsqu'on approche une œuvre? Y a-t-il une différence entre quelque chose que vous savez va être sur une toile qui peut être conservée ad vitam aeternam ou produire quelque chose sur un mur que vous savez à tout moment peut être effacé par l'administration municipale ou par quelqu'un qui veut juste nettoyer son building? J'imagine que l'un est plus éphémère que l'autre. Fait qu'est-ce qu'il y a une différence dans l'approche de créer une œuvre sur l'un ou l'autre? Je crois que le message peut être différent, effectivement. L'approche de l'œuvre est différente. La façon que je dessine, ça se ressemble beaucoup, par contre. Je sketche pas énormément. Mes idées, je les formule dans ma tête. C'est une discussion avec la toile que j'ai. Je travaille beaucoup avec du travail de composition, comme on pourrait faire à même un mur. Donc, oui et non. Parce que vous avez dit précédemment que tout est réfléchi. Et
Donc, les coulis dans vos œuvres, quelle est leur signification? Parce que j'imagine que c'est pas juste là par hasard. Si vous les laissez, Ouais, si vous laissez la... transparaître, Oui, effectivement. exactement. Donc, Il y a une recherche de créer des défauts spontanés, si on peut dire, ou d'assumer le défaut. Mais ils sont pas spontanés. Non? Ils sont pas spontanés. J'ai dit que c'était réfléchi dans ce que je voulais dire, mais les coulis et le dessin, je le laisse parler par lui-même. Après, c'est ça, dans mon travail, il y a quelque chose de très intuitif et spontané. Puis, dans le but de représenter justement la résilience, puis il faut mettre en contradiction quelque chose de doux et beau comme la fleur avec un parcours, un background ou un contexte plus salaud, si on peut dire. C'est pour ça que j'utilise des matériaux bruts, comme des briques, du béton, de la broche, mais je viens tout le temps coller le message de la fleur qui est beau et fragile à ces matières-là. C'est une façon, dans mon imaginaire, que j'ai trouvé de représenter la résilience puis le moteur de mon travail. Il y a une personne extrêmement célèbre qui juxtapose le beau et fragile au mal et au dur et à la guerre, c'est Banksy. J'imagine que cet artiste-là nécessairement vous a influencé ou est-ce que ça fait longtemps que je suis son travail, effectivement. J'adore son œil, j'adore son audace. C'est certain que ça fait partie de la trousse d'artistes qui peuvent avoir pavé le street art, puis veut pas, ça fait des années qu'on voit les images, donc ça doit quelque part teinter mon travail, mais même pas directement. M. Bicari, merci énormément. La Ville de Saint-Sauveur a annoncé la nomination de Mme Émilie Lamonté-David au poste de coordonnatrice en environnement. Détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences biologiques, Mme Lamonté-David a acquis une solide expertise dans la gestion de projets environnementaux et d'urbanisme. Au cours de ses 7 années à la municipalité de Certi, en tant que chef de division du secteur environnement, elle a su démontrer son engagement et son efficacité dans la mise en œuvre de stratégies environnementales innovantes, ainsi que ses compétences en gestion d'équipe. Grâce à sa grande connaissance des enjeux environnementaux propres au milieu municipal, Mme Lamonté-David a dirigé divers projets spéciaux de caractérisation de milieux naturels, de lutte contre les espèces envahissantes, de gestion des matières résiduelles et de création d'outils de sensibilisation en environnement. Suite à l'adoption du règlement 601-2025, décrétant les règles sur la régie interne des séances du conseil municipal, les citoyens de Saint-Sauveur qui ne peuvent assister à la séance de l'hôtel de ville peuvent maintenant poser leurs questions en amont de la séance via un formulaire. Dans la foulée de la diffusion en direct sur Facebook des séances du conseil municipal, les citoyens peuvent maintenant aussi poser leurs questions avant la séance via le formulaire « Poser une question sur le site web de la ville de Saint-Sauveur ». Les personnes souhaitant poser une question par écrit pour la séance ont jusqu'à midi, le vendredi précédant la séance, pour transmettre leurs questions. Le président de la séance répondra aux questions reçues au début de la séance lors de la période de questions. La période de questions étant d'une durée maximale de 30 minutes, les questions qui n'auront pas pu être abordées le seront lors de la séance suivante. Les questions posées en direct sur Facebook, quant à elles, seront répondues à même la publication si possible ou abordées lors de la séance suivante. Suite à l'adoption de sa politique d'exposition temporaire d'œuvres d'art, la Ville de Saint-Sauveur lance son premier appel à projet auprès des artistes en art visuel pour exposer leurs œuvres dans les espaces municipaux. Cet appel à projet cible les artistes professionnels, semi-professionnels et non professionnels domiciliés sur le territoire de la MRC des Pays d'en Haut et exerçant leur art sur ce même territoire. Les expositions, prévues de septembre à décembre 2025 et de janvier à avril 2026 dans le hall de l'Hôtel de Ville, le chalet Pauline Vanier et la bibliothèque, visent à offrir aux artistes locaux une plateforme et à développer une programmation annuelle dédiée à la diffusion des arts visuels. Les projets soumis peuvent appartenir aux disciplines des arts visuels et des arts médiatiques, tels que la peinture, la photographie, les techniques mixtes, la sculpture, la gravure, les arts graphiques et les nouveaux médias. Les œuvres 2D et 3D et les installations sont acceptées sous réserve de l'espace disponible et avec un nombre maximum de pièces. Les artistes souhaitant proposer un projet doivent remplir le formulaire de candidature accompagné des documents suivants, soit la démarche artistique, le curriculum vitae de l'artiste ou le chaque artiste du collectif, un document comprenant un maximum de 10 images numériques des œuvres proposées représentatives du projet soumis, avec une courte description pour chaque œuvre comprenant le titre, le médium et le format. Seules les candidatures complètes seront analysées. La date limite pour proposer un projet est le 30 mars. Pour plus d'informations sur les modalités d'exposition et le processus de dépôt du projet,
Consultez la politique d'exposition temporaire d'œuvres d'art. Pour plus d'informations sur cet appel à projet, appelez au 450-227-0000 au poste 2700 ou écrivez à communication@vss.ca. Très attendu par la communauté de plein air, le conseil municipal de Mont-Tremblant a adopté le mois dernier le plan directeur des sentiers qui marque une étape importante pour l'avenir du réseau de sentiers de Mont-Tremblant. Fruit d'une étude menée en 2024 en collaboration avec des spécialistes et un comité conseil formé de citoyens et d'organismes de plein air, ce plan constitue un outil de référence essentiel pour orienter et structurer le développement du réseau de sentiers. Avec un portail détaillé de la situation actuelle et les enjeux clairement identifiés, la Ville pourra maintenant élaborer un plan d'action adapté en cohérence avec les objectifs du plan stratégique 2024-2028. 6 grandes orientations guident ce plan, soit miser sur une structure de gestion efficace et collaborative permettant le déploiement d'une vision commune ainsi que la mise en valeur du réseau, veiller au développement et au maintien du réseau des sentiers dans une perspective d'adaptation au changement climatique, viser l'équilibre entre la capacité de support du milieu et le développement de l'expérience de la clientèle dans une perspective de développement durable, établir un modèle de développement collectif favorisant la croissance de partenariats stratégiques, contribuer à la création d'un sentiment d'appartenance qui suscite la mobilisation citoyenne, positionner le réseau comme une destination de plein air incontournable au Québec comme à l'international. En tenant compte de ces orientations et des recommandations proposées dans le plan directeur des sentiers, plusieurs actions seront mises en œuvre dès les prochains mois. La priorité sera de définir le modèle de gouvernance pour la gestion de son réseau de sentiers qui permettra de réaliser les objectifs ciblés et garantir une coordination efficace entre les différents partenaires. Un plan d'affaires sera ensuite élaboré afin d'évaluer les différents scénarios financiers proposés en vue d'établir une politique de tarification d'accès aux sentiers. Parmi les autres actions prioritaires, la Ville souhaite développer le site de la montagne Grey Rocks tout en veillant à préserver ses milieux naturels. En complément aux travaux déjà apportés pour la saison hivernale en cours, le projet prévoit l'aménagement d'un pavillon d'accueil, des sentiers multifonctionnels, dont certains seraient accessibles aux chiens en laisse, ainsi qu'un belvédère. La valorisation de la rivière du Diable est aussi au cœur des priorités qui se reflètera par l'amélioration des accès de pêche et la bonification des infrastructures pour optimiser l'expérience de la clientèle. Les orientations du plan directeur des sentiers seront présentées publiquement lors de la soirée d'information semi-annuelle destinée à la clientèle des sentiers. Cette rencontre permettra également de faire le bilan des actions hivernales et de dévoiler celles prévues pour l'été. La date de l'événement, qui se tiendra au printemps, sera annoncée prochainement sur les plateformes numériques de la Ville. Le plan directeur des sentiers est disponible pour consultation en ligne à ville-de-monttremblant.qc.ca/plan-directeur-sentier. Soucieuse de son empreinte environnementale ainsi que de la qualité de vie de sa population, la Ville de Mont-Tremblant se montre proactive avec l'adoption de 2 plans ambitieux, le plan d'action en foresterie urbaine et le plan directeur de conservation et de gestion des milieux naturels. Ces initiatives s'inscrivent dans une série d'actions visant à répondre aux défis environnementaux actuels et à atteindre les objectifs fixés pour l'année à venir dans le cadre du plan stratégique 2024-2028. En entreprenant une démarche pour améliorer le verdissement de son territoire, la Ville souhaite protéger ses espaces verts, lutter contre les îlots de chaleur et s'assurer d'offrir un milieu de vie plus résilient au changement climatique. Le plan d'action en foresterie urbaine a permis de dresser un portrait détaillé du couvert forestier dans les 2 pôles urbains des secteurs centre-ville et village, d'identifier les secteurs déficitaires et de fixer des cibles ambitieuses pour améliorer la forêt urbaine. Un plan d'action a été élaboré pour atteindre cet objectif et plusieurs actions sont déjà en cours, que ce soit par exemple la prise en considération du couvert forestier dans la refonte du plan d'urbanisme ou le budget adopté pour de nouvelles plantations en 2025. Ce plan répond à une des grandes orientations du plan stratégique 2024-2028 de la Ville, qui est de protéger et améliorer les ressources naturelles notamment et augmenter l'indice de canopée en milieu urbain grâce à la plantation d'arbres. Le plan d'action en foresterie urbaine fait également partie intégrante du plan climat et du plan d'action en environnement, tous 2 adoptés en 2021. L'élaboration du plan directeur de conservation et de gestion des milieux naturels a permis de réaliser un portrait des milieux naturels, de sonder les parties prenantes pour mieux comprendre les priorités de la population et de cibler les milieux naturels prioritaires pour la protection. Suivant la même orientation stratégique que le plan d'action en foresterie urbaine, le plan de conservation met de l'avant la protection des milieux naturels à haute valeur écologique et propose d'augmenter le pourcentage de milieux naturels protégés sur le territoire de Mont-Tremblant afin de répondre, entre autres, à la problématique de la perte de la biodiversité. Notons que cet engagement répond également à
à l'objectif 30 par 30 du gouvernement provincial, soit de protéger 30 du territoire du Québec d'ici 2030. Un plan d'action a été mis en place pour garantir l'atteinte de ces objectifs, notamment celui de protéger 40 du territoire de la ville d'ici 2030. Plusieurs actions définies dans ce plan sont déjà en cours. Par exemple, la demande d'ajout d'aires protégées en périphérie du parc national du Mont-Tremblant, le démarchage auprès de propriétaires de milieux naturels à haute valeur écologique et la sensibilisation auprès de certains intervenants sur les bonnes pratiques arboricoles. Catherine Drouin, mairesse suppléante et membre du comité consultatif en environnement et développement durable de la ville de Mont-Tremblant, mentionne que ces deux plans témoignent de la volonté ferme de la ville de protéger son environnement et de garantir un développement durable à long terme. Elle ajoute que la forêt urbaine et les milieux naturels sont des trésors de biodiversité à préserver, non seulement pour la qualité de vie des citoyens, mais aussi pour les générations futures. Les personnes souhaitant plus d'informations sur ces documents sont invitées à contacter le service de l'environnement et du développement durable de la ville de Mont-Tremblant en composant le 311 ou encore le 819-425-8614 ou ils peuvent encore écrire à environnement@ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.